Elle a prêté ses 10 derniers dollars à un inconnu à la gare, sans savoir qu'il était millionnaire. Elle a prêté ses 10 derniers dollars à un inconnu à la gare, sans savoir qu'il était un millionnaire qui reviendrait changer sa vie. La gare était presque déserte, enveloppée dans la brume grise d'une froide pluie de mars. Des flaques se formaient dans les fissures du quai et le ciel semblait s'appesantir à chaque seconde qui passait. Émilie resserra son manteau autour de sa frêle silhouette, ses doigts rougis par le froid. L'entretien d'embauche auquel elle se rendait ressemblait à un espoir usé jusqu'à la corde, mais c'était tout ce qui lui restait. Ses yeux allèrent du tableau des horaires au billet froissé dans sa main. Elle avait juste assez de temps. Puis vint la voix. « Excusez-moi. » Les mots étaient doux, hésitants. Elle se tourna, surprise. Un homme se tenait à quelques pas, la pluie s'infiltrant dans les épaules de sa veste mince. Sa barbe était longue, ses cheveux collés à son front, et ses yeux, bleus, fatigués, presque suppliants, la fixaient droit dans les siens. « Je suis désolé, répéta-t-il en grelottant. On m'a volé mon portefeuille. J'ai juste besoin de 10 dollars pour un billet pour rentrer chez moi. Je jure que je vous rembourserai si vous pouvez me faire confiance. S'il vous plaît. » Émilie cligna des yeux. Un instant, aucun d'eux ne bougea. Le seul son était le bourdonnement lointain d'un train approchant et le clapotis régulier de la pluie sur le toit métallique. 10 dollars. C'était tout ce qui lui restait. Dans sa poche se trouvait un unique billet froissé, le dernier de ce qui restait après avoir payé son billet et une tasse de café instantané. 10 dollars qu'elle gardait pour un petit repas après l'entretien. 10 dollars qui la séparaient du vide total. Elle pouvait s'en aller. Elle devrait s'en aller. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle le regarda de plus près. Ses lèvres tremblaient, ses mains étaient rouges de froid. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était quelque chose dans ses yeux. Il n'y avait aucune agression, aucune manipulation. Juste de l'épuisement. De la tristesse. Peut-être même une trace de honte. Émilie hésita, ses doigts se crispant autour du billet dans la poche de son manteau. « Vous n'avez personne à appeler ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Mon téléphone est mort. J'ai essayé de demander à d'autres. Personne ne voulait me parler. »« Et comment savoir que vous ne mentez pas ?» insista-t-elle, méfiante. « Vous ne le savez pas ?» admit-il. « Mais je vous jure, je veux juste rentrer chez moi. » Elle aurait dû s'en aller. Mais quelque chose en elle, peut-être quelque chose qui s'accrochait encore à la version d'elle-même d'avant la mort de sa mère, avant que tout ne s'effondre, lui murmura « Aide-le ». Sans un mot, elle plongea la main dans sa poche et en sortit le billet. Sa main plana un instant dans l'air, son cœur battant la chamade. C'était insensé, complètement irrationnel. Elle le regarda à nouveau, puis tendit lentement la main. « Je ne sais pas pourquoi, » dit-elle doucement, « mais je vous crois. » Il fixa sa main comme s'il n'était pas sûr qu'elle soit réelle. Puis il tendit la main, presque avec révérence, et prit le billet. « Je promets que je vous rembourserai, » dit-il, la voix brisée. Émilie esquissa un petit sourire. « Rentrez bien chez vous. » Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose de plus. Mais alors le train entra en gare en sifflant avant de s'arrêter. L'homme hocha la tête, se tourna rapidement et disparut dans la foule qui montait à bord du train. En quelques secondes, il avait disparu. Émilie resta immobile, le vent humide lui frôlant le visage. Son estomac se noua d'incertitude. C'était ça, ses 10 derniers dollars, partis. Elle ne connaissait même pas son nom. Le haut-parleur annonça le prochain départ. Elle vérifia à nouveau l'heure. Son train était le suivant, sa chance, peut-être sa dernière. Elle monta à bord, l'eau dégoulinant des manches de son manteau, et s'affaissa sur un siège près de la fenêtre. La pluie brouillait la vitre tandis que le quai s'estompait derrière elle. Elle ne le savait pas encore, mais ce simple acte de gentillesse, donner ses 10 derniers dollars, était le moment où sa vie commençait à changer. Le lendemain matin, après le trajet en train, Émilie se tenait devant l'immeuble de bureau où son entretien était prévu, le cœur battant et les cheveux encore humides de la bruine. Son estomac gargouillait, vide. Elle avait sauté le petit déjeuner, non par choix, mais parce que son portefeuille ne contenait plus que des reçus périmés et une vieille photo de sa mère. Elle avait 20 minutes de retard. Le bus exigeait l'appoint exact, et elle ne l'avait pas. Elle avait essayé de marcher, coupant à travers des rues inconnues, mais la ville était tentaculaire, indifférente. Lorsqu'elle arriva, la réceptionniste lui adressa un sourire pincé et plein de pitié. « Je suis désolé, l'intervieweur avait une autre réunion, vous devrez prendre un autre rendez-vous. » Émilie essaya d'expliquer,
Elle proposa même d'attendre, mais la femme s'était déjà retournée vers son ordinateur. Elle sortit de l'immeuble, les épaules affaissées, ses chaussettes trempées faisant un bruit spongieux dans ses chaussures, le vent traversait son manteau comme du papier. Pendant longtemps, elle resta là, sur le trottoir, à regarder les gens qui passaient. Occupée, au chaud, au sec, un monde qui avançait, avec ou sans elle. Lorsqu'elle regagna sa minuscule chambre louée, un lit simple, une salle de bain partagée et une lumière de couloir vacillante, le propriétaire l'attendait devant sa porte. Le loyer est dû depuis 3 jours, Émilie. Je sais, j'essaie de. Vous avez dit ça la semaine dernière. Je ne peux pas continuer à faire des exceptions. Donnez-moi juste jusqu'à vendredi. J'ai quelqu'un d'autre qui prendra la chambre demain, je suis désolé. Elle ne se battit pas, à quoi bon? Elle rangea les quelques affaires qu'elle possédait dans un sac à dos usé, 2 changements de vêtements, un téléphone fissuré sans service, un livre de poche écorné que sa mère lui lisait. Elle ne pleura pas encore. Cette nuit-là, elle trouva un coin dans la bibliothèque publique du centre-ville ouverte 24 heures sur 24. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, l'air sentait la poussière et le vieux café, et le gardien de sécurité lui lança un regard méfiant lorsqu'elle se blottit sur une chaise derrière les rayons des ouvrages documentaires. La nuit suivante, il lui demanda de partir. Les bancs du parc n'étaient pas moelleux, ils étaient en métal, froids et impitoyables. Mais les étoiles au-dessus étaient silencieuses, et la ville, à sa manière étrange, se taisait après minuit. Elle serra son sac à dos contre sa poitrine et essaya de disparaître. Chaque jour se fondait dans le suivant. Elle cherchait du travail mais n'avait pas d'adresse à indiquer, pas de numéro de téléphone où être jointe. Elle passait ses journées à errer entre les bibliothèques, les refuges et les agences pour l'emploi. Le mot « espoir » commençait à ressembler à une blague cruelle. Et pourtant, parfois, au milieu de ces longs après-midi affamés, elle se souvenait de son visage, l'homme de la gare, sa voix, ses yeux. Ce moment où il l'avait regardée comme si elle était la première personne à l'avoir vraiment vue, et pendant une seconde elle se demandait, avait-elle été idiote? Était-ce stupide de donner ses 10 derniers dollars? Elle n'avait plus rien maintenant, pas un dollar, pas un endroit où dormir, pas de plan, pas de famille, et pourtant, il y avait une étrange sorte de paix qui vivait tranquillement à l'intérieur de ce souvenir. Elle avait aidé quelqu'un, peut-être même sauvé quelqu'un. Elle avait fait ce qu'il fallait, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que quelque chose en elle lui disait que c'était important. Mais cette paix était petite, et le froid était grand. Un soir de pluie, alors qu'elle était assise au bord d'un banc de parc, essayant de sécher ses chaussettes avec les derniers rayons de soleil, un groupe d'adolescents passa. L'un d'eux jeta une canette de soda vide dans sa direction et rit. « Trouve-toi un travail » marmonna-t-il entre ses dents. Elle ne leva pas les yeux. Cette nuit-là, elle retourna à la bibliothèque, mais les portes étaient verrouillées. C'était un jour férié. Elle erra dans les rues jusqu'à près de minuit, puis se blottit dans un abribus, à l'abri du vent, mais pas de la peur. C'est cette nuit-là qu'elle plaira. Pas fort, pas avec des sanglots, mais avec des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues et disparaissaient dans le col de son manteau. La voix de sa mère lui manquait, son rire, sa chaleur. Se sentir en sécurité lui manquait, se sentir connu. Son estomac était vide, mais le vide dans sa poitrine lui faisait plus mal. Quand le soleil se leva le lendemain matin, il la trouva toujours là, les yeux gonflés, les cheveux emmêlés, le cœur meurtri. Elle avait touché le fond. Il n'y avait nulle part où aller plus bas, et pourtant elle respirait encore. C'était un mardi matin quand Émilie la rencontra. Le parc était exceptionnellement calme, avec seulement un jogger occasionnel traversant la brume qui s'accrochait encore à l'herbe. Émilie était assise sur son banc habituel près de la statue d'un général oublié, les genoux ramenés contre sa poitrine, son manteau zippé jusqu'en haut, bien qu'il ne fasse guère obstacle au froid qui vivait maintenant dans ses os. Elle n'avait pas mangé depuis près de 2 jours. La douleur dans son estomac était sourde mais constante. Elle s'y était habituée, comme au bourdonnement régulier d'un mauvais souvenir qu'on ne peut pas tout à fait faire taire. Puis elle remarqua la femme. Elle était âgée, peut-être septuagénaire, mais ses mouvements étaient gracieux. Un châle en laine était drapé sur ses épaules, et dans ses mains gantées se trouvait un petit sac en papier brun. Elle marchait avec détermination, mais en s'approchant du banc, elle s'arrêta et regarda Émilie. « Vous avez l'air affamée » dit doucement la femme. Émilie cligna des yeux, incertaine si elle était plainte ou jugée. «
Je vais bien, murmura-t-elle automatiquement. La femme sourit, gentille et douce, et s'assit à côté d'elle. Elle posa le sac en papier sur le banc entre elles et l'ouvrit lentement. J'en apporte toujours un peu plus chaque matin, au cas où je rencontrerais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À l'intérieur se trouvait un sandwich, des tranches de pain épaisses, un peu inégales mais fraîches, avec du jambon, du fromage et une pointe de moutarde. Émilie le dévisagea. « Je ne peux pas accepter ça, murmura-t-elle. « Pourquoi pas ?» demanda la femme. « Votre fierté est-elle plus grande que votre faim ?» Émilie détourna le regard, honteuse. La femme attendit, tranquillement, patiemment. Finalement, Émilie prit le sandwich. Ses mains tremblaient en le déballant. La première bouchée lui piqua les yeux. « Merci, » dit-elle, parvenant à peine à prononcer les mots à travers la boule dans sa gorge. La femme hoqua la tête. « Il y a une soupe populaire sur Monroe Street, à quelques pâtés de maison d'ici. Ils servent le déjeuner, mais il manque toujours de bras. Vous avez l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'un endroit chaud et d'un but. » Émilie la regarda. « Vous pensez qu'il me laisserait faire du bénévolat ?» demandait Carole, dit la femme en se levant. « Dites-lui que Ruth vous envoie. » Puis elle s'éloigna. Émilie la regarda longuement, puis baissa les yeux sur le sandwich à moitié mangé sur ses genoux. Plus tard dans la journée, elle trouva la soupe populaire. Le bâtiment était modeste, une façade en briques défraîchies avec une enseigne écaillée qui disait « Optable ». À l'intérieur, l'odeur de la soupe aux légumes et du pain cuit au four l'accueillit comme une vieille amie. Elle demanda Carole. Carole s'avéra être une femme pragmatique dans la cinquantaine, avec les manches retroussées et un presse-papier qui semblait en permanence attaché à sa main. Quand Émilie expliqua que Ruth l'avait envoyé, le visage de Carole s'adoucit. « Ruth a l'œil pour les gens qui ont besoin d'une seconde chance, dit-elle. Prête à travailler ?» Émilie hocha rapidement la tête. « Alors prenez un tablier. » Les premières heures furent un tourbillon de tâches. Couper des légumes, essuyer les tables, verser la soupe dans des bols ébréchés. Les mains d'Émilie travaillaient sans réfléchir, mais son esprit était vivant. Des gens entraient, des hommes et des femmes de tous âges, usés par la vie mais réussissant encore à sourire, disant encore merci. Un homme racontait des blagues en attendant son repas. Un autre proposa d'aider à balayer après avoir mangé. Une petite fille aux cheveux emmêlés tendit à Émilie un dessin fait au crayon de couleur sur du papier de cahier déchiré. C'était une fleur. À la fin de la journée, les pieds d'Émilie lui faisaient mal, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait à nouveau elle-même. Les jours suivants, elle continua à revenir, non pas pour la nourriture, bien qu'on lui en offrît toujours, mais pour aider. Elle épluchait les pommes de terre, pliait les serviettes et apprenait les noms des habitués. Elle écoutait des histoires pleines de douleur, mais aussi de résilience, de gens qui avaient tout perdu et qui se présentaient encore chaque jour avec de l'espoir dans les yeux. Un soir, après que la dernière assiette eut été séchée, Carole lui tendit une petite enveloppe. « Juste une petite allocation, » dit-elle. « Vous l'avez bien mérité. » Émilie l'ouvrit. Plus tard, 20 $. Assez pour un abonnement de bus, peut-être quelques jours de stabilité. Mais plus que l'argent, c'était la confiance. La reconnaissance. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas invisible. Elle s'assit sur le trottoir, regardant le soleil se coucher derrière les toits, transformant le ciel en nuances d'orange et d'or, et à ce moment-là, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle ne se sentit plus tomber. Elle était toujours pauvre, toujours incertaine, toujours seule à bien des égards, mais elle avait trouvé quelque chose. Une lueur d'espoir dans l'obscurité, et elle s'y accrochait de toutes ses forces. C'était un jeudi après-midi tranquille à la soupe populaire. La cohue du déjeuner venait de se terminer, et l'air portait encore l'odeur du ragoût de tomates et du pain de maïs chaud. Émilie essuyait la dernière des tables, fredonnant doucement, lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. Un homme était entré. Il portait un manteau sombre et bien coupé, du genre qu'on ne voyait pas souvent dans ce quartier. Ses chaussures étaient cirées, ses cheveux soigneusement peignés en arrière, mais ce ne furent pas les vêtements qui attirèrent son attention. C'était son visage. Son cœur manqua un battement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, bleus, calmes et étrangement familiers. Il regarda autour de lui dans la pièce, non pas comme quelqu'un de perdu, mais comme quelqu'un qui cherchait, et quand son regard se posa sur elle, il se figea, juste une seconde. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent en un très léger sourire. Émilie posa lentement le chiffon, le fixant.
Ce ne pouvait pas être, mais c'était bien lui. Il s'avança vers elle d'un pas assuré, s'arrêtant à quelques mètres. « Bonjour, dit-il, sa voix chaude, plus confiante qu'elle ne s'en souvenait. Émilie cligna des yeux. « Est-ce que je vous connais ?» Il pencha la tête, ce même demi-sourire jouant toujours sur ses lèvres. « Oui, dit-il, ou du moins vous m'avez fait confiance une fois quand personne d'autre ne le voulait. » Et soudain, tout s'éclaira. La gare, la pluie, le billet de 10 $, vous. Sa voix n'était qu'un murmure. Il hocha la tête. « J'étais dans un sale état ce jour-là, mouillé, froid et désespéré. Vous m'avez donné vos 10 derniers $. L'esprit d'Émilie tourbillonnait. Elle le regarda à nouveau, vraiment. L'inconnu débraillé avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de soigné, posé, comme s'il appartenait à une salle de conseil d'administration, pas à une soupe populaire. « Je n'ai jamais su votre nom, dit-elle doucement. « David, répondit-il, David Carter. » Elle répéta le nom silencieusement, comme pour essayer de s'ancrer dans la réalité. « Je suis revenu le lendemain, continua-t-il, mais vous étiez parti. J'ai vérifié à la gare, au guichet. Personne ne savait qui vous étiez. Je ne connaissais même pas votre nom. Je ne pensais pas vous revoir un jour, admit elle. » Il sourit à nouveau, plus doucement cette fois. « Moi non plus, mais je n'ai jamais oublié votre visage. » Émilie croisa les bras sur son tablier, toujours abasourdie. « Pourquoi êtes-vous ici? » « Je passais dans le quartier et j'ai vu l'enseigne, j'ai pensé m'arrêter. Quelque chose me disait que je devais le faire. » Elle n'était pas sûre de le croire. Personne n'entrait comme ça dans une soupe populaire de ce quartier sur un coup de tête, pas habillé comme ça. David regarda autour de lui dans la pièce. « Vous travaillez ici? »« Je fais du bénévolat, » dit-elle, « ça m'aide à garder la tête hors de l'eau. » Il hocha la tête pensivement. « Vous m'avez aidé quand je n'avais rien. J'aimerais vous rendre l'appareil. » Elle secoua lentement la tête. « Ce n'est pas pour ça que je vous ai donné l'argent. »« Je sais, » dit-il, « c'est exactement pourquoi je veux le faire. » Il y eut un long silence, puis il s'approcha, fouillant dans son manteau. Il sortit son portefeuille, puis hésita. « J'ai apporté ça, » dit-il en lui tendant un billet de 10 $ flambant neuf, « pour vous rembourser. » Émilie le regarda, puis rit, doucement, sans moquerie, juste avec incrédulité. Elle prit le billet, ses doigts effleurant les siens. « Merci, » dit-elle. Il n'avait pas fini. « Et plus que ça, » ajouta-t-il, « j'aimerais vous inviter à dîner un de ces jours, ou au moins à prendre un café. Il y a quelque chose chez vous que je n'ai pas oublié. » Émilie baissa les yeux sur le billet dans sa main, puis le regarda à nouveau. Tout dans ce moment semblait surréaliste, impossible, comme une scène de la vie de quelqu'un d'autre. « Vous n'êtes vraiment pas celui que je pensais, » murmura-t-elle. Il sourit. « Non, en effet. » Et soudain, elle réalisa quelque chose. Elle non plus. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le coin tranquille d'un café voisin, du genre avec des chaises dépareillées et du jazz doux en fond sonore. Émilie portait toujours son tablier de la soupe populaire sous son manteau, et ses mains se crispaient autour de la tasse chaude que David lui avait commandée. Une infusion de camomille au miel, elle n'avait rien bu d'aussi réconfortant depuis des semaines. David remua lentement son café, puis la regarda. « Vous vous demandez probablement qui je suis vraiment. » Elle esquissa un petit sourire. « Eh bien, oui. » Il plongea la main dans son manteau et en sortit une élégante carte de visite noire. Il la fit glisser sur la table. Émilie hésita, puis la prit. « David Carter, PDG, Novaspark Technologies, fondateur, Law Foundation Carter. » Elle la fixa, clignant des yeux. « Novaspark? C'est votre entreprise? » David hocha la tête. « Je l'ai lancée il y a 10 ans. Nous développons des logiciels d'apprentissage adaptatif et des solutions d'IA pour l'éducation. Ça a décollé plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. » La bouche d'Émilie s'ouvrit, puis se referma. Elle avait entendu parler de Novaspark. Tout le monde en avait entendu parler. C'était aux informations, louées pour avoir révolutionné l'accès à l'éducation numérique dans les écoles sous-financées. Elle se souvenait d'avoir lu quelque chose à ce sujet une fois, à l'époque où elle avait encore un travail et un canapé pour lire. Mais, ce jour-là à la gare, vous étiez en train de faire quelque chose de stupide, termina-t-il avec un sourire. Je travaillais sur un projet pour notre branche à but non lucratif, la Fondation Carter. L'une de nos initiatives porte sur la compréhension du sans-abrisme et la mise en place de meilleurs systèmes pour soutenir les personnes qui passent entre les mailles du filet.
Je voulais voir par moi-même, vraiment voir. Alors je suis allé sous couverture pendant une semaine, sans portefeuille, sans papier d'identité, juste les vêtements que je portais. Il se pencha légèrement en avant. J'avais tout prévu, sauf de me faire voler ma poche le premier jour. Émilie laissa échapper un petit rire. Alors vous étiez vraiment coincé. Je l'étais, et tous ceux que j'ai approchés m'ont soit ignoré, soit repoussé. Il la regarda, son expression s'adoucissant. Tous, sauf vous. Une rougeur monta à ses joues. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'avez rien demandé en retour. Vous m'avez donné tout ce que vous aviez, et puis vous avez simplement disparu. Ça m'a marqué. Émilie baissa les yeux sur son thé. Je n'essayais pas de faire bonne impression. Honnêtement, je pensais que j'étais naïve. Vous ne l'étiez pas, dit-il fermement. Vous étiez humaine. Vous étiez gentille. Il marqua une pause un instant, choisissant ses mots. J'ai rencontré des gens avec de l'argent, du pouvoir et de l'influence. Mais à ce moment-là, vous avez fait preuve de plus d'intégrité que la plupart d'entre eux ne le feront jamais. C'est pourquoi je vous cherchais. Je veux vous offrir quelque chose, si vous êtes ouverte à cela. Émilie leva les yeux. Quel genre de quelque chose? David se renversa sur sa chaise, sa voix posée. Je veux que vous travailliez avec nous, pas chez Novaspark, à la Fondation. Nous avons des programmes qui aident les gens comme vous l'étiez autrefois. Jeunes, en difficulté, négligés. Nous finançons des projets communautaires, la micro-entreprise, l'innovation sociale, et nous avons besoin de gens qui ont du cœur. Des gens qui comprennent. Elle cligna des yeux, abasourdie. Mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai même pas d'adresse stable. Il sourit. Nous avons embauché des gens avec des MBA et des gens qui ont vécu sous des tentes. Ce qui compte, c'est votre histoire, votre résilience, votre volonté d'aider les autres alors que vous n'aviez rien vous-même. Émilie se laissa tomber sur sa chaise, submergée. Le poids des dernières semaines la rattrapa soudainement. Toutes les nuits sur les bancs, la faim, le rejet, et maintenant ça. Vous le pensez vraiment? Murmura-t-elle. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Elle déglutit difficilement. Que ferais-je? Vous commenceriez par apprendre, vous former. Nous vous installerons, quelque part en sécurité, avec du soutien. Ensuite, vous travaillerez avec l'une de nos équipes communautaires, vous aiderez à façonner des programmes, et finalement, peut-être même à en diriger un. Pendant un long moment, Émilie ne dit rien. La pièce sembla s'effacer, ne laissant que la chaleur du thé dans ses mains et l'espoir tranquille qui montait dans sa poitrine. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Dites oui, dit-il, avec un petit sourire plein d'espoir. Changeons des vies, en commençant par la vôtre. Elle le regarda, cet inconnu qu'elle avait autrefois aidé sans rien savoir de lui, et qui maintenant se tenait devant elle comme une porte qu'elle n'aurait jamais cru voir s'ouvrir. Et quelque part au fond d'elle, quelque chose commença à changer. La conviction que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas destinée à rester perdue. Elle prit une inspiration. D'accord, dit-elle. Et à cet instant, sa vie commença à changer. Le premier jour d'Émilie à la Fondation Carter fut comme entrer dans un monde différent, un monde qu'elle n'avait vu qu'à travers une vitre auparavant. Le siège social était niché dans un entrepôt en briques rénovées, rempli de lumière, de rire et du bourdonnement de la collaboration. De jeunes gens s'affairaient entre les bureaux et les tableaux blancs, et les murs étaient tapissés d'histoires, de photos et de citations de vie changées grâce au travail de la Fondation. David la présenta à l'équipe non pas comme quelqu'un à aider, mais comme quelqu'un apportant de la valeur. Cela seul changea tout. Il ne la traita pas comme un cas de charité, il la traita comme une égale, comme quelqu'un dont le monde avait besoin de la perspicacité. Au cours des semaines suivantes, Émilie se plongea dans la formation. Elle apprit la planification communautaire, la rédaction de demandes de subventions, la conception de projets sociaux. Elle suivit des coordinateurs sur le terrain, rencontra des responsables de refuges pour jeunes, de banques alimentaires, de centres de désintoxication. Lentement, les morceaux de sa confiance, longtemps enfouis sous le doute et la fatigue, commencèrent à se reconstituer. Et puis vint le moment où David lui tendit un mince dossier. « Votre propre projet pilote, dit-il. Concevez quelque chose qui a du sens pour vous. Nous le soutiendrons. » Émilie ouvrit le dossier et vit que sa proposition avait déjà été dactylographiée. Une soupe populaire mobile. Une camionnette qui pourrait se déplacer entre les zones mal desservies, apportant des repas chauds et un lien humain directement à ceux qui en avaient besoin, tout comme elle l'avait été autrefois.
La vision lui était venue lors d'un de ses derniers services à Optable. Elle s'était souvenue des nuits passées à dormir sur des bancs, de la honte d'entrer dans des refuges fixes, de la peur d'être vue. Mais si l'aide pouvait venir à eux à la place, David y croyait. Le conseil d'administration aussi. La Foundation Carter Financa, le prototype. Ils lui donnèrent une petite équipe et lui firent confiance. La première fois qu'elle vit la camionnette terminée, peinte en bleu ciel avec Open en Project écrit en lettres douces sur le côté, elle resta dans le parking et pleura. Sa première nuit à conduire la camionnette, elle se rendit dans un parc qu'elle connaissait trop bien, où elle avait autrefois dormi sous une statue fissurée. Ce soir-là, elle servit plus d'une centaine de repas, mais plus que de la nourriture, elle offrit des histoires, des étreintes, des noms dont on se souvenait. Elle écouta et, à mesure que la nouvelle se répandait, son programme grandissait. Dans les moments calmes entre la planification des itinéraires et la coupe des légumes, Émilie se mit à voir David différemment. Pas seulement comme l'homme de la gare ou le PDG qui avait changé sa vie, mais comme quelqu'un d'une gentillesse discrète et inébranlable. Il ne se vantait jamais, ne lui rappelait jamais son passé. Il se présentait simplement avec des encouragements, avec de l'humour, avec du café quand elle était trop fatiguée pour parler. Leur lien s'approfondit de manière douce et tacite. Une promenade tardive après un événement communautaire, un rire partagé à propos d'une fournée de biscuits brûlés à la cuisine d'essai. Il écoutait comme peu l'avait jamais fait. Elle lui faisait confiance sans même s'en rendre compte. Un samedi après-midi, alors qu'Émilie terminait un déjeuner communautaire, elle remarqua une silhouette familière assise sur un banc sous les arbres. C'était Ruth, la femme âgée qui lui avait donné un sandwich un de ses jours les plus sombres. Émilie se précipita. « J'ai pensé à vous tous les jours depuis. Vous m'avez sauvé. » Ruth Seward Dousement. « Tout ce que j'ai fait, c'est nourrir une fille affamée. » Elles s'assirent ensemble, rattrapant le temps perdu, comme le font des amis de longue date, puis Ruth gloussa en tapotant la main d'Émilie. « J'espérais que vous trouveriez votre chemin vers David. » Émilie cligna des yeux. « Attendez, vous le connaissez. »« Je devrais, » dit Ruth avec une lueur espiègle dans les yeux. « C'est mon fils. » Le monde bascula légèrement. « Vous m'avez envoyé à Carole. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Ruth hocha la tête. « David m'a parlé de la fille qui lui a donné 10 dollars alors qu'il n'avait rien. Je devais la rencontrer. Quand je l'ai fait, j'ai vu ce qu'il avait vu. Quelqu'un avec un cœur trop grand pour être ignoré. » Emily S.E. Renversa, abasourdi. « Tout ce temps. C'est drôle, n'est-ce pas? » dit Ruth. « Comment un petit acte de gentillesse peut se répercuter en quelque chose de plus grand que ce que vous n'auriez jamais imaginé. » Cette nuit-là, Émilie s'assit à côté de David sur le jardin sur le toit de la fondation, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles lointaines. Elle lui raconta tout. À propos de Ruth. À propos du sandwich. À propos du moment où elle réalisa que leur chemin s'était entrelacé bien avant qu'aucun d'eux ne le sache. David écouta, puis prit sa main. « J'avais l'habitude de penser que le destin n'était qu'une coïncidence à laquelle nous donnions un sens, » dit-il. « Mais vous rencontrer, ça a changé ça. » Émilie le regarda, vraiment, et pour la première fois, se permit de croire en quelque chose de plus grand. Que peut-être sa souffrance n'avait pas été vaine. Que peut-être chaque nuit blanche, chaque perte, chaque larme l'avait mené ici. À un but, à l'amour, à un avenir. Et à cet instant, tout se connecta. La gare trompée par la pluie. Le sandwich dans le parc. La soupe populaire. La camionnette bleue roulant dans des rues oubliées. Tout cela avait mené à ceci. À elle, Devenant. La ville bourdonnait de l'énergie du début du printemps lorsque David aborda le sujet. Il marchait dans un jardin communautaire au cœur du centre-ville, où le projet Open en s'était récemment associé à un refuge local pour fournir des repas et une formation professionnelle. Les enfants riaient en se poursuivant entre les rangées de légumes en germination. Des bénévoles discutaient autour de brouettes de terre. David était resté silencieux tout l'après-midi, une certaine réflexion dans ses yeux. Alors qu'ils atteignaient le coin le plus éloigné du jardin, sous les branches arquées d'un magnolia en bourgeon, il parla enfin. « Emily, on m'a offert une nouvelle opportunité, » dit-il doucement. « Nous ouvrons une antenne à New York. La fondation se développe, et ils veulent quelqu'un pour diriger l'initiative de sensibilisation urbaine. » Elle le regarda, le cœur s'arrêtant, à mi-chemin d'un battement. « Vous ?» Il hocha la tête.
Ils m'ont demandé de le prendre, mais je leur ai dit que je ne partirais pas sans vous faire la même offre. Son soufflet s'écho pas. Vous voulez que j'aille avec vous? Oui, dit-il, pour aider à diriger la prochaine phase d'Open. Nous pourrions atteindre plus de gens, bâtir sur tout ce que vous avez commencé. Ensemble. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, le jardin, les gens, le soleil qui plongeait juste derrière les toits. Son regard tomba sur une jeune femme aidant un homme âgé à trier des sachets de graines. Quelqu'un qu'Émilie avait rencontré lors de sa 2e semaine de bénévolat, alors qu'elle-même ne savait toujours pas où était sa place. Cet endroit, cette ville, l'avait soutenue pendant le pire de sa vie. Elle l'avait vu tomber et lui avait ensuite appris à se relever. « Je ne sais pas, dit-elle finalement. J'aime ce que nous construisons ici. Ces gens, ils ont été les premiers à croire en moi, à me faire une place. » David hocha la tête, non pas avec déception, mais avec compréhension. « Je pensais que vous ressentiriez cela. » Je ne dis pas non, ajouta-t-elle rapidement. C'est juste que, j'ai l'impression que je suis censé continuer à m'enraciner ici un peu plus longtemps. Il y a encore du travail à faire. Je sais, sourit-il, sa voix douce. C'est pourquoi je vous admire. Ils s'assirent sur un banc voisin, laissant le silence emplir l'espace entre leurs pensées. Je suppose que c'est ici que la route se sépare, dit Émilie. Peut-être, répondit David, mais seulement géographiquement. Elle se tourna vers lui, les yeux interrogateurs. Vous pensez que nous pouvons faire en sorte que ça marche? Je pense que nous l'avons déjà fait, dit-il. Vous et moi, nous ne sommes pas seulement liés par le lieu. Nous sommes liés par ce en quoi nous croyons, par ce que nous avons traversé, et nous continuerons à construire dans des villes différentes peut-être, mais toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. Elle sourit, un peu triste, mais profondément sûre d'elle. Vous allez faire des choses extraordinaires là-bas. Vous aussi, dit-il. Ici, ils firent un plan. David déménagerait à New York à l'automne. Émilie continuerait à diriger le projet Open dans la ville qu'ils aimaient tous les deux. Ils resteraient connectés par des appels hebdomadaires, des initiatives conjointes, des visites et des SMS tardifs remplis de nouvelles et de rêves. Leur histoire ne se terminait pas, elle évoluait simplement. Et alors qu'ils se tenaient sous l'arbre en fleurs, le vent soulevant des pétales dans l'air autour d'eux, Émilie sut une chose avec une clarté absolue. Elle ne le perdait pas. Ils plantaient simplement des graines dans des sols différents. 1 an plus tard, la ville avait changé, ou peut-être qu'Émilie avait changé sa façon de la voir. Les rues ne ressemblaient plus à un labyrinthe de désespoir. Elles étaient remplies de buts, de possibilités, d'espoir. Le projet Open était devenu quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec des itinéraires étendus, un réseau de bénévoles et une équipe de cuisine tournante, les unités mobiles servaient désormais plus de 2000 repas par semaine. Mais ce n'était pas seulement de la nourriture qu'ils offraient. C'était de la dignité, de la conversation, du lien humain. La presse nationale avait eu vent du programme. Et le mois dernier, elle s'était envolée pour Washington, D.C. afin d'accepter un prix au nom de l'équipe, une reconnaissance nationale pour l'innovation en matière de sensibilisation communautaire. Alors qu'elle se tenait au podium, les lumières clignotants et les appareils photo crépitants, elle se souvint du banc qu'elle avait autrefois appelé sa maison, du sandwich d'un inconnu, des $10 qu'elle pensait avoir perdus pour toujours. Maintenant, elle était directrice d'un centre de soutien complet pour sans-abri, un espace avec des douches, une formation professionnelle, des services de santé mentale et des salles d'art-thérapie. Les mêmes mains qui avaient autrefois tremblé de peur portaient maintenant les clés d'un endroit où les gens pouvaient recommencer. Et pourtant, chaque matin, elle commençait sa journée comme avant, à la cuisine, nouant un tablier, saluant les premiers arrivants par leur nom. À l'occasion de l'anniversaire de la fondation du centre, l'équipe organisa une célébration. Il y avait des ballons, une bannière sur laquelle on pouvait lire, 1 an de mains ouvertes, et des dizaines de photos accrochées à une corde à linge, capturant des moments de repas partagés, de vie changée, de sourires gagnés. Émilie arriva en retard, ayant rencontré des responsables municipaux pour étendre leur soutien financier. Elle entra dans le hall, le cœur plein, les yeux parcourant la pièce. Puis elle le vit, David. Il se tenait près de la table de service, tenant un bouquet de fleurs sauvages et quelque chose d'autre dans sa poche. Ses yeux rencontrèrent les siens, et soudain, le bruit de la pièce s'estompa. Il traversa lentement la pièce en souriant. Il avait l'air plus âgé, plus sage,
et plus à l'aise qu'elle ne l'avait jamais vu. « Salut » dit-il doucement. Elle rit à travers la brûlure soudaine des larmes. « Tu es revenu. Je t'avais dit que je le ferais. » La pièce se tut, comme si elle sentait quelque chose de plus qu'une réunion. David plongea la main dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Mais avant de l'ouvrir, il sortit également un billet de 10 $ flambant neuf. « The ply intact. J'ai porté ça sur moi, » dit-il, pendant 1 an. Pas parce que j'avais besoin de te rembourser, mais parce que j'avais besoin de me souvenir du moment qui a tout changé. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. Tu m'as donné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. La foi. Alors que je n'avais rien à montrer. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que tu avais raison. La pièce retint son souffle. Émilie le regarda, sans voix. Les larmes coulaient librement maintenant, et elle n'essaya pas de les arrêter. Elle pensa à la fille qu'elle avait été. Perdue, fatiguée, serrant un billet froissé sous la pluie. Elle pensa à l'homme en qui elle avait eu confiance, ne sachant pas qu'il deviendrait celui qui reconstruirait son monde. Oui, murmura-t-elle. Oui. Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais Émilie ne les entendit pas. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la chaleur de sa main dans la sienne, le battement de son cœur et la vérité silencieuse qui l'avait porté jusqu'ici. Plus tard, alors qu'ils se tenaient sous les guirlandes lumineuses, regardant les gens qu'ils avaient aidés danser, rire et retrouver la joie, Émilie tint le billet de 10 $ dans ses mains une dernière fois. Elle sourit. Un peu de gentillesse, dit-elle à voix haute, peut-être le début d'un miracle. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable d'espoir, de gentillesse et de seconde chance. L'histoire d'Émilie est un puissant rappel que même le plus petit acte de compassion, un simple billet de 10 $, peut se répercuter à travers le temps et changer des vies d'une manière que nous n'imaginons jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories. Pour d'autres récits authentiques qui inspirent, guérissent et éveillent l'âme. Nous croyons au pouvoir de la narration pour apporter de la lumière dans les coins les plus sombres, et votre présence ici signifie beaucoup pour nous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez pleins d'espoir, et rappelez-vous, votre histoire compte aussi.